une conférence, on va dire, qui est en droite ligne avec la commémoration, enfin les commémorations pour le 80e anniversaire de la libération l'année dernière, de la fin de la guerre cette année. Voilà, donc cette conférence, je vais vous donner un petit peu l'explication d'où est-ce qu'elle vient. J'avais fait une petite chronique historique pour MAB. Xavier Gondouin, ici présent, m'a donné plein d'informations et je lui ai dit il faut en faire quelque chose parce que c'était vraiment des informations de premier plan. Et Emmanuel a souhaité s'associer à nous pour faire une conférence, donc une conférence à 3. Comme ça, s'il y a un orateur que vous n'aimez pas, vous pouvez vous récupérer sur les deux autres. Voilà. En fait, je pense qu'il faut d'abord qu'on se présente parce que c'est un peu lui. Donc moi, je suis le seul non Mavois. Donc tout à l'heure, j'ai dit ça, quelqu'un n'a pas compris. Je n'habite pas Mav, mais je m'intéresse à Mav. Par contre, je m'intéresse aussi à la petite bourse. Voilà. Donc je suis moins légitime que mes deux comparses, mais bon, je vais faire de mon mieux quand même. Voilà. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Xavier Gondouin, je suis Mavois depuis près de 50 ans et je m'intéresse à l'histoire locale, je dirais presque autant de temps, enfin bon, déjà depuis une trentaine d'années, je suis passionné par l'histoire locale, donc voilà. Et je suis heureux aujourd'hui de vous présenter le fruit de nombreuses recherches sur le sujet des fusillés de Pontijoux, avec deux éminents historiens conférenciers confirmés, contrairement à moi. Voilà. Bonjour à tous, Emmanuelle Viora, donc historienne de l'art et historienne de formation. Alors comme vous aviez, enfin même moi je suis née ici, hein, donc je suis vraiment une pure mavoise. Je n'ai quitté la commune que pour faire mes études. Mais j'y suis revenue parce que nous y habitons avec mon mari et nos 5 enfants maintenant. Enfin, les 5 enfants sont partis de la maison, mais depuis plus de 30 ans. Donc effectivement, passionnée aussi, un peu comme vous aviez, de tout ce qui est histoire locale. Il y a longtemps que je m'intéresse à cette période parce que tous les ans, on va à la cérémonie de commémoration du 12 juin à Pontijoux, enfin au monument aux morts de Pontijoux, au bois des Bousoirs, et j'avais envie de comprendre ce qui s'était passé. Donc voilà. Donc on avait déjà fait plusieurs fois ici, pour ceux qui sont ici, on avait fait plusieurs fois des expositions déjà pour essayer de parler d'un certain nombre de sujets autour effectivement de la résistance locale, des crashs d'avions, voilà, d'un certain nombre d'éléments. Une conférence, c'est un autre modèle qu'une exposition, donc c'était une expérience aussi à vivre, et puis à 3, ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Vous avez des questions? Voilà, donc on va commencer avec... on est à l'heure. Donc on a décliné sous la forme de thèmes, voilà. Et ensuite, pour faire un panel qui soit intéressant et compréhensible et avec une chronologie aussi. Juste avant que... j'en ai parlé aussi à Xavier. Donc, on travaille sur archives. Donc, c'était important. Donc, on travaille sur témoignages. On va voir aussi qu'il y a un témoignage, c'est extraordinaire, mais ça a aussi quelques failles parfois. Et sur documents d'archives, puisque Xavier donc les archives de la guerre s'ouvrent tout doucement. Hein. C'est une période qui jusqu'il y a très peu de temps était encore fermée voilà, on ne pouvait pas utiliser ces archives-là. Donc là, ça y est, elles commencent à s'ouvrir et effectivement, Xavier a réussi à faire venir un certain nombre de documents qui nous ont permis aussi de d'étayer un certain nombre d'éléments sur la période. Alors je vais vous parler dans un premier temps de la vie quotidienne sous l'occupation allemande, entre 1940 et 1944. Les populations ont connu des conditions de vie auxquelles rien ne les avait préparées.
En 4 jours, entre le 18 et le 21 juin 1940, notre département et notre commune ont été envahis dans un axe nord-est-sud-ouest par la 6e et la 18e armée allemande, occupant Mavres dans sa progression. Presque tous les Mavois sont partis en exode le 15 juin. Voici ce que Madame Louise Chauveau m'a rapporté. Au moment de l'invasion des Allemands en 1940, tout le monde, ou à peu près, quitta le pays avec les chevaux et les voitures, emmenant ce qu'ils avaient de plus précieux, en lâchant dans la nature les vaches et les cochons. Certains furent absents 2 ou 3 jours, d'autres 15 jours. C'était le fait de la 5e colonne, qui avait envoyé des dépêches dans toutes les mairies pour évacuer les enfants, en prédisant les pires atrocités, pour jeter tout le monde sur les routes et semer la panique. Au retour, les Allemands n'avaient fait aucun dégât, à part quelques animaux qu'ils avaient abattus pour se nourrir. Ils ne firent que passer ici. Par contre, les maisons ont été pillées par les réfugiés qui passaient sans arrêt et gaspillaient. Fin de citation. Le retour d'Exode s'est fait progressivement par l'armistice franco-allemand du 22 juin 1940, dont l'amère défaite a été exprimée dans la leçon de morale donnée aux écoliers de Mavres le 16 septembre 1940 par M. Monteau. Voici le texte extrait d'un cahier d'écolier. La France, inférieure en nombre et en armement, ayant trop peu d'amis et d'alliés, a subi la plus lourde des défaites qu'elle ait connue. L'épreuve est dure, mais elle en a surmonté d'autres. Ce sont les jeunes générations qui auront à réparer, à reconstruire une France nouvelle. C'est à l'école que je commencerai à me plier à l'obéissance et à la discipline, si dures qu'elles me paraîtront. Je persévérerai dans le travail et l'effort pour devenir un homme qui pourra contribuer au relèvement de la patrie. Le quotidien des 4 années d'occupation qui ont suivi a été rythmé par de nouvelles règles, restrictions sur la circulation avec une seule voiture communale pour le ravitaillement, les soins médicaux, les nécessités administratives, rationnement de pétrole oblige, avec l'interdiction de circuler entre 23h et 5h du matin, sauf avec un osvari, c'est-à-dire un laissez-passer, qui, dans notre région, pouvait être établi par le maire directement sous son entière responsabilité. Des rationnements ont été aussi imposés sur les denrées alimentaires, les textiles, les chaussures et bien d'autres produits vendus contre des tickets d'approvisionnement attribués à chacun selon sa condition. Le quotidien des Français, c'était aussi des réquisitions sur les produits agricoles, les logements pour les troupes d'occupation et les réfugiés évacués de la région parisienne, ou de Blois même, et du nord-est de la France. Après avoir cantonné du 5 au 17 juillet 1940, les Allemands ont occupé Mavres entre le 3 novembre 1940 et le 1er mars 1941, répartis dans tous les foyers du bourg et de Pontijoux, selon les pièces disponibles. Dans le milieu du village, l'atelier de mécanique agricole d'André Gondouin, prisonnier de guerre en Allemagne, les Allemands ont installé un garage pour réparer leurs véhicules. Un peu plus loin, ils ont transformé une grange en maréchalerie où leurs chevaux étaient équipés de fers spéciaux pour les sols gelés. À Pontijoux, un poste de police a été aménagé chez M. Perdreau. Les écoles et la mairie également occupées ont contraint les instituteurs à faire la classe dans l'ancienne école libre sur la route de Pontijoux pour les garçons le matin et les filles l'après-midi. Une éphémère école ménagère y a été installée aussi pour les jeunes filles de Mavres et des communes alentour entre 1943 et 1944. Durant les 4 mois d'occupation, la troupe allemande numéro 27231 a consommé 11 stères de bois, rien que pour chauffer la mairie et les classes réquisitionnées. Il a été fourni par le Savoir de Saint-Léonard, aux frais de la commune, qui se faisait rembourser ensuite par la préfecture. Madame Chauveau, qui habitait en face de la mairie, disait que les gradés occupés à des écritures travaillaient le plus souvent les fenêtres grandes ouvertes tellement ils poussaient le feu. Tandis que les soldats, eux, faisaient leur toilette torse nu dehors à la pompe de la mairie, à l'extérieur par des températures glaciales. Entre le 10 et le 28 juillet 1942, une autre troupe d'occupation a été hébergée dans les hameaux, principalement au château de Villetard,
qui a été réquisitionné à la demande de la commandanture de Blois pour 4 officiers allemands, 44 hommes, 4 chevaux et 2 autos. Une enquête préalable auprès du maire fait état d'un château qui est la propriété de M. Wilkes, ancien officier américain, qui était reparti aux États-Unis à cette époque-là, et qui est géré à ce moment-là par un régisseur parisien. Et il est habité par 4 personnes, dont le ménage Huette, qui sont les jardiniers. Et dans ce château, on précise qu'il n'y a pas de courant, qu'il n'y a pas de chauffage central. Il y a cependant une installation électrique et 6 chambres de maître. Et ce château a été également occupé avant, en mai-juin 40, par des Blésois qui ont été évacués. Et il y avait 67 réfugiés de Blois de l'institution du Puy-Châtel. Et ensuite, c'est en juin 44 que les religieuses franciscaines l'ont occupé également avec d'autres réfugiés. Les 49 hommes prisonniers les 49 hommes prisonniers en Allemagne, sur les 82 mobilisés de la commune, n'ont pas été oubliés non plus de leur famille durant ce temps-là, avec lesquels ils pouvaient rester en lien par les colis individuels. Ils les recevaient grâce au comité d'assistance aux prisonniers de guerre, géré par la mairie de Marle, sous contrôle du siège de l'organisation établie au château de Blois, et dont le délégué départemental était M. Marcel Buller, illustre résistant, maire de Blois, qui avait été instituteur à Marle de 1919 à 1925, juste avant M. Monteau. À partir de plusieurs correspondances échangées avec la mairie de Marle, j'ai pu constater que M. Buller savait donner des conseils éclairés qui permettaient de mettre un peu de souplesse dans l'application du règlement pour l'envoi des colis, qui était composé à l'époque de chocolat, de sucre, de biscuits, de boîtes de sardines, de conserves de bœuf, de pain d'épices, de savonnettes, de paquets de cigarettes, de cartes de correspondance, de chemises et de caleçons et de chaussettes. Je peux confirmer, moi, parce que je suis allée les faire, les colis avec Nathan, pour les envoyer à la maison. Je me suis bien venue à la mairie de Marle faire les colis. Bon, eh bien, voilà. Merci de votre confirmation. Le 25 octobre 1942, M. Albert Martenière, 75 ans, maire depuis 30 ans, a donné sa démission pour raison de santé, laissant sa place à son deuxième adjoint, nommé par la préfecture, M. Admire Chauveau, qui est resté dans cette fonction jusqu'en 1950. Alors, pour terminer ce petit chapitre, je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est produite à Sermaize durant l'occupation. Un jour, Madame Yvette Dradeau a vu entrer dans sa ferme 2 Allemands. Et l'un d'eux est venu vers elle en lui disant « TSF, madame, TSF !»« Non, 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 moi je n'ai pas de TSF !» lui répondit-elle. « Je n'ai pas de TSF, moi je n'ai pas de TSF. »« TSF, madame, TSF !»« Je vous dis que je n'ai pas de TSF, nix TSF !» Je ne comprenais rien, il y avait une incompréhension totale entre les deux parties. Et puis elle voit l'Allemand partir dans la cour, faire le tour des bâtiments. Et puis au bout d'une minute ou deux, il revient avec une poule sous le bras. Il lui montre le derrière de la poule en lui disant « TSF, madame, TSF !»« Ah, vous voulez des œufs ? Oui, oui, ya, TSF, madame, TSF !»« Ah, ben oui, mais des œufs, elles ne comptent pas, les poules en ce moment. Je n'ai pas d'œufs à vous donner. »« Ah, dit-il, madame, chez nous en Allemagne, appuyer sur la queue de la poule et pondre un œuf. Ah, il n'est pas ici. Et ils sont repartis, sans doute cherchaient-ils à améliorer leur dîner, mais enfin, il n'y a pas eu d'histoire compliquée par la suite. Voilà ma première petite partie. Les applaudissements, ça fait toujours plaisir. C'est comme quand on écoute la musique, on ne sait jamais quand il s'arrête, s'il s'applaudir ou pas. En fait, d'habitude, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est à la fin qu'on applaudit. Mais ça nous fera toujours plaisir si vous applaudissez. Moi, maintenant, je vais m'intéresser aux événements dans les environs de Mavre en 1944. Alors, dans les villages autour de Mavre, l'année 1944 n'a pas été aussi dramatique, mais on relève notamment des choses intéressantes que je vais essayer de vous montrer.
Alors, tout d'abord, l'essentiel de ce qu'il faut comprendre, dans le Loir-et-Cher, il y a eu des bombardements, il y a eu des crashs d'avions et il y a eu des mitraillages. Des bombardements ont déjà eu lieu dans le Loir-et-Cher, mais ceux-ci s'intensifient à partir de début août, au fur et à mesure de l'avancée des Alliés. Pour vous donner un ordre de grandeur, Blois va être libéré en beau temps, 15-16 août pour la partie où on est, 1er septembre, Blois-Vienne. Voilà. La tension est à son comble, les gens savent que les Alliés s'approchent et que la libération n'est pas loin. Le problème, c'est qu'il y a des bombardements, ça serait quand même dommage de mourir maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par des bombardements? Eh bien, c'est simple. Par exemple, à l'Estiou, il y a eu des bombardements le 25 juin, près de la gare de Mer. La gare de Mer a été beaucoup visée. Près des Montilles, à Montrichard, le 30 juin. Il y a eu aussi des crashs d'avions. Donc, un avion touché par les Allemands à Salmona-Rambos, c'est très connu, le 5 février. À Erbilly, malheureusement, le 8 mai, avec toute sa cargaison de bombes. Dans un champ près de Seury, le 23 mai. À Chambord, près du château, le 22 juin. 100 mètres du château. On a eu chaud. Enfin, le château. Et aussi un avion de chasse allemand qui s'est crashé à Crouy-sur-Cosson le 25 juin. Sans compter 2 avions à La Ferté-Saint-Cyr et dans un champ à Beauvilliers le 1er juillet. Bref, des avions qui sont crashés, il y en a un sacré paquet. De plus, il faut faire aussi attention au mitraillage d'un avion allié. Notamment, il y a des camions allemands sur la route nationale à Autun-Ville qui sont mitraillés le 22 juin, et une locomotive près de la gare de Mer le 24 juin. Bref, c'est un moment très très instable. C'est un moment dangereux. Sans compter donc les soldats allemands très nerveux qui peuvent se livrer à des exactions, notamment l'exécution de civils à Chambord. Voilà. Maintenant, je vais détailler un petit peu, commune après commune, un petit peu ce que j'ai pu trouver. Donc tout d'abord, à Marchenoir, donc Marchenoir au nord de Mave, un groupe de résistants en armes a été formé entre des hommes et des jeunes de Marchenoir et de Saint-Léonard, sous la direction de l'instituteur de Saint-Léonard, officier de réserve. Il y eut quelques parachutages. Ensuite, à Mulsanne, à la Chapelle Saint-Martin et à Villexanton, le 29 juin, à 16h, il y a un cyclone qui a dévasté une partie des communes. Voilà. Et ce cyclone, voilà ce que l'on trouve dans dans le journal de l'époque. À Mulsanne, il aurait fait 3 blessés dans le bourg de Mulsanne. Plusieurs hangars et granges ont été détruits. De grands arbres ont été arrachés. À la Chapelle Saint-Martin, une maison d'habitation s'est écroulée et une vieille femme enfouie sous les décombres a été difficilement dégagée. Le cimetière aussi a souffert. À Villexanton, c'est surtout à Ville-Sablon et au Noyer, donc c'est pour ça que je les ai entourés là. C'est là où il y aurait eu plus de dégâts, notamment avec des pans de murs qui sont à demi éboulés, des maisons qui sont sans toit. Et en fait, dans l'article du journal, ils expliquent qu'on retrouvait des débris jusqu'à 5 km dans les champs. Ensuite, ainsi que je l'ai indiqué, ainsi que Xavier me l'avait indiqué, c'est-à-dire que vraisemblablement, le parcours du cyclone a dévié. Alors, c'était pas juste pour s'en prendre juste au Noyer à Ville-Semblant, c'est juste que vraisemblablement, on a retrouvé des traces aussi du côté du Plessis-les-Chèvres, de Bourichard un petit peu, et jusqu'à Marchenoir. Voilà. Donc là où il a été par contre le plus virulent, c'est vraiment l'axe Mulsanne, la Chapelle Saint-Martin, et puis le Noyer. Ensuite, à Roche, dans la nuit du 19 au 20 juillet, des résistants scièrent à Mauvinet 2 poteaux de la ligne téléphonique de Marchenoir à Jaune et coupèrent les fils. Il n'y a pas dans notre secteur une grosse activité résistante, ça n'empêche pas qu'il y en a une quand même. À la Madeleine-Villefroin, il ne faut quand même pas oublier la Madeleine, c'est le plus petit village du Loir-et-Cher, mais quand même, 30 habitants, c'est pas mal. Donc, il y a 3 bombes sont tombées peu avant le 26 juillet 1944. 2 d'entre elles ont explosé, certainement dans les champs. En même temps, à la Madeleine, il n'y a souvent que des champs. Car s'il y avait eu des dégâts, le maire l'aurait signalé. Alors, pourquoi larguer des bombes à cet endroit? Voilà, Antoine Deck, qui est le maire de la Madeleine, ne va pas me critiquer en disant que c'est pas hyper stratégique la Madeleine quand même. Voilà. Non, après, pourquoi est-ce qu'il y a eu des bombardements? Enfin, pourquoi c'est tombé à la Madeleine? On ne sait pas. À Villexanton. À Villexanton, voici ce qu'écrit l'institutrice, c'est-à-dire qu'il y a eu une enquête qui a été menée par l'Éducation nationale qui demandait aux instituteurs, donnez-nous en gros ce qui s'est passé dans votre village. Alors après, dans votre commune. Donc il y a des instituteurs qui ont répondu, il y a des instituteurs qui ont répondu. Il y a eu la même chose pour les prêtres, notamment à Jaune, c'est comme ça qu'on a un certain nombre de choses qu'on a pu savoir. Il y a Villexanton, voici ce qu'elle écrit. Villexanton, petit village, mal relié au reste du monde par de mauvais chemins, n'a pas souffert directement de la guerre et de l'occupation. Les privations principales, pain et viande, ne se sont pas faites sentir dans cette région productrice.
L'excédent a même servi de monnaie d'échange pour obtenir les autres produits rationnés, étoffes, sucre, pneus. Seul ce qu'on recevait avait de l'importance, peu importait l'échangiste. Allemands, citadins, trafiquants de marché noir, etc. L'égoïsme le plus sordide régnait, et malheur à celui qui n'avait pas de contrepartie. Il avait beaucoup de peine à recevoir une partie congrue du ravitaillement dont il avait besoin et dont les paysans regorgeaient. La hausse des prix agricoles incitait les paysans à mieux vivre, ce qui se traduisait le plus souvent par des agapes. L'institutrice elle fait 0 cadeau. La libération, le 15 août, au matin, passage du premier Américain en Jeep. La transition de l'occupation à la vie libre se fit insensiblement. Les habitants respirèrent mieux graduellement à mesure que la vérité de la libération s'affirmait. Un comité de libération fut constitué. Y appartinrent les habitants ayant le mieux montré leur fermeté dans leurs propos. Il fut désigné par le maire, gros propriétaire à l'influence omnipotente. L'action du comité de libération fut nulle, les seuls membres actifs étant empêchés par les autres en majorité. À la chapelle Saint-Martin, j'aurais pu dire plein de choses, mais il y a déjà eu une causerie il n'y a pas longtemps, c'était il y a un mois, qui était hyper intéressante, donc je ne développe pas, même si j'ai parlé quand même du cyclone. Et à Talcy, je vais finir par Talcy parce que j'habite Talcy, enfin, j'ai habité à Talcy, il y a la présence d'un faux maquis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est qu'il y a les résistants dont on parle, et puis il y en a qui se font appeler résistants, et ça leur donne un bon prétexte pour faire d'autres choses. Donc, ce faux maquis a été arrêté le 25 août 1944. Voici l'acte de gendarmerie qui montre, le procès verbal lors de leur arrestation. Donc, ce faux maquis, au moment où les faux maquisards ont été arrêtés, il était alors composé de 7 faux résistants au moment de son arrestation, mais son nombre a certainement évolué dans le temps en fonction des circonstances. La question est la suivante: pendant combien de temps ce faux maquis a fait ses actions? On a certaines choses, peut-être que ça pouvait remonter plus loin. On l'a appelé le faux maquis ou maquis Talcy car la plupart de ses membres venaient de Talcy et quelques autres de communes alentours. Alors l'essentiel, quand on regarde les noms avec leurs fonctions, c'est souvent des ouvriers agricoles. Ils profitèrent des largages d'armes pour obtenir des mitraillettes et les utiliser afin de racketter des habitants des environs durant les mois de juin, juillet et août 1944. Ce qui s'est passé avant, s'ils ont fait des choses avant, on ne sait pas. Ça n'empêche pas que peut-être qu'ils ont fait des choses avant. Ils firent leur coup de main la nuit chez un habitant de Morlaix, à Sury, au mois de juin, puis au mois de juillet, d'abord chez un habitant de la chapelle Saint-Martin, pour être précis, c'était à Villeroquin, puis à nouveau à Sury, et ensuite à Jaune, c'était à l'épicerie de Jaune, ils ont fait leur coup de main, et au mois d'août chez un habitant de Brioude, à qui ils ont volé des vélos. Et à chaque fois, ils criaient devant la porte: ouvrez! Au nom de la résistance! J'ai pas mis le micro. Et ensuite, une fois que les personnes avaient ouvert, ils menaçaient leurs victimes avec leurs armes, ils étaient calculés, ils se faisaient remettre de l'argent, de la vaisselle, du linge, des vélos. Alors on voit souvent des fois des mouchoirs, ils ont volé des mouchoirs. Bon. Aujourd'hui, ça n'a pas la même valeur. Mais dans leurs dépositions respectives, certains des voleurs disaient, alors soit c'est de la très grande naïveté, soit on rigole bien, ils disaient avoir cru agir pour la résistance. Ah oui, on prend de l'argent aux gens, c'est pour la résistance. Non, c'est du vol. Et par pur patriotisme. Voilà. Et que leur chef les avait dupés. Quand même. Voilà. Bon, en gros, le chef, lui, il a tout avoué, les autres, ils essayaient de se dépatouiller comme ils pouvaient. Cependant, ce qui nous laisse sur notre faim, c'est qu'ils ne reconnaissent pas avoir incendié des fermes. Or, si vous aviez été à l'épisode précédent à la chapelle Saint-Martin, à la causerie du Villers, de la chapelle du Villers, en fait, ça a été évoqué qu'il y a eu plusieurs fermes dans notre secteur qui ont été incendiées volontairement. Je me rappelle toujours, il y a 10 ans, j'avais interviewé Pierre Bardet, qui habitait à Pontijoux, et il avait dit qu'il y avait des faux résistants qui avaient brûlé sa ferme du Bas-Moreau. Ah, et puis, j'allais dire, 70 ans plus tard, ça passait toujours pas. Et en même temps, on peut le comprendre. Donc, soit, il y a deux possibilités, soit les faux maquisards de Talcy avouent les braquages à main armée et se taisent sur les incendies, c'est possible.
soit, et c'est plus vraisemblable, d'autres faux résistants ont opéré dans la région, ce qui nous amène à traiter justement du maquis de Mâcon. Il a été démobilisé et puis il n'a jamais fait la guerre. C'est lui qui est. Voilà, en fait, c'est vraiment très interactif notre conférence. Vous leur donnez le micro là. Vous voulez intervenir ou pas? Bon, eh bien, on va passer donc au maquis de Mâcon. Je redonne le micro à Xavier. Moi, j'ai pas le droit à des applaudissements. Alors, le maquis de Mâcon, c'est à partir de février 1943 que s'est constitué le groupe de résistance à Mâcon dans le café de monsieur et madame Aguenier à Pontijoux. Tous les deux se sont engagés comme agents de liaison et de renseignement sur les réceptions radio entre le chef départemental de la résistance du mouvement Front National, créé en 1941 par des communistes, et M. Théo Bertin du groupe Libération Nord, engagé dans les actions de parachutage en 1944. Entre 1943 et 1944, un petit avion Lysander venant d'Angleterre a atterri à plusieurs reprises à la sortie de Pontijoux, dans la pièce dite du Triangle, sur un chemin de terre rectiligne qui existe toujours, parallèle à la route de Blois, sans doute pour des échanges d'informations ou d'agents de la résistance. Au lieu-dit La Guérinette, une cavité naturelle aménagée permettait aux résistants de se réunir pour écouter la radio de Londres. De Gaulle a parlé là-dedans, disait un ancien de Pontijoux. Il a parlé par la voie des ondes, bien évidemment. En 1944, M. et Mme Aguenier ont hébergé et ravitaillé des responsables locaux, comme le capitaine Puy-Méraille, FTP de Francillon-Villebarou, qui assurait des contacts avec le commandant Bled, FTP Loir-et-Cher Sud. Le sigle FTP signifie franc-tireur partisan, désignant un mouvement spécialisé dans les activités de sabotage, et c'était un mouvement issu du Front National. Monsieur et Madame Aguenier assuraient aussi la liaison avec Lucien Lamarine, dit Robert, chef du 2e bureau de l'état-major FFI du département de Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire. Le sigle FFI signifie les forces françaises de l'intérieur, qui ont été créées en 1944 en appui au débarquement en Normandie et regroupées essentiellement des réfractaires au STO. Lucien Lamarine dira de Madame Aguenier après la guerre qu'elle a su montrer au cours de cette période toutes les qualités de dévouement à la grande cause de la libération de notre pays et qu'elle a permis, par son attitude courageuse devant la Gestapo, la continuité de la lutte libératrice dans le Loir-et-Cher. Le café de Pontijoux est devenu très vite le lieu des réunions des résistants du groupe Bluet, du nom de son responsable, Serge Bluet, 19 ans, dit Michel, qui avait sous ses ordres une femme, Paulette Aguenier, 29 ans, et 6 hommes, Roger Aguenier, 33 ans, Maurice Aubry, 19 ans, Lucien Maury, 21 ans, Georges Alain, 38 ans, un certain Gaudron de Pontijoux, dont je ne sais rien, et M. Maurice Dubreuil, 24 ans. Peut-être il y en avait qui d'autres, je ne peux pas vous le dire. Ce groupe a été particulièrement actif entre le 6 et le 9 juin dans le cadre du plan Tortue, lancé début juin au niveau national. À ce moment-là, il s'agissait pour les résistants de la France entière de multiplier les sabotages afin de ralentir l'arrivée des renforts allemands sur le front de Normandie avec de l'armement parachuté. Le 6 juin 1944, le jour J du plan Overlord, alors que commençait dès minuit le largage de troupes aéroportées sur le Cotentin et sur la rive droite de l'Orne à l'est de Caen, 3 avions sont venus parachuter du matériel, des armes, entre Pontijoux et Mâcon, principalement sur le coteau de la vallée des Buis, situé entre Pontijoux et la Brûlerie, cette ancienne station d'équarrissage dans la vallée. Le message qui annonçait ce parachutage, le message radio, était
La grenouille vend de la parfumerie. Je répète, la grenouille vend de la parfumerie. Il faut imaginer plusieurs dizaines de containers suspendus à des parachutes qu'il a fallu récupérer et vider rapidement, de grandes quantités d'armes à transporter vers les caches avant d'être acheminées vers d'autres réseaux alentours, une lourde tâche que le groupe Bluet a dû assumer. Monsieur et Madame Aguenier en ont caché chez eux. Georges Alain en aurait dissimulé dans un caveau au cimetière de Marne. Maurice Dubreuil en a camouflé dans le plafond de l'épicerie que tenait sa mère en face de l'école des garçons, plongeant la pauvre femme dans une terrible inquiétude. Une cave située à une 50aine de mètres du café de Pontijoux, un peu plus haut, ainsi que le refuge de la Guérinette, auraient fait office également de cache d'armes, mais sans pouvoir le confirmer. Un second parachutage a eu lieu le 9 juin, annoncé par le message radio « La tortue vend de la parfumerie ». La tortue vend de la parfumerie, un parfum de victoire. La fiche du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui m'a été communiquée par la préfecture, précise que ce dernier largage d'armement a été opéré dans une zone orageuse qui a fait prendre de gros risques aux pilotes. Et pour la seconde fois, le groupe Bluet a dû assurer la mission de récupération de camouflage en pleine nuit. Et il faut savoir qu'un conteneur en métal mesurait 1,70 m de long pour un diamètre de 40 cm. Vide, il pesait déjà 65 kg et plein d'armes et d'explosifs, ça pouvait peser jusqu'à 150 kg. Il n'y a pas eu seulement des conteneurs en métal, il y a eu aussi des malles en osier. Le 9 juin au matin, le hameau de Pontijoux a été encerclé par les Allemands, empêchant les habitants de sortir de chez eux, et ont fait irruption dans le café de Monsieur et Madame Aguenier, au moment où Roger Aguenier et Maurice Aubry manutentionnaient les armes. Le rapport du commissaire de police de Blois, en date du 10 juin, fait état d'un coup de feu tiré du débit de boisson Aguenier, où les faibles gendarmes s'étaient présentés. Serge Bluet, responsable du groupe de résistants de Pontijoux, a témoigné après la guerre en disant que le 9 juin, les Allemands sont intervenus sur dénonciation et que l'intervention armée des autres membres du groupe pour essayer de délivrer leurs camarades fut vaine en raison du nombre des Allemands. Par ailleurs, il attestera que Maurice Aubry est mort en déportation, ce qui est inexact, et qu'il a participé à des sabotages de voies ferrées et de lignes téléphoniques, dont celle de Saint-Rémy près de Montoire. Renseignements pris auprès des historiens locaux, il n'y a jamais eu de sabotage dans le secteur de Montoire, où les voies ferrées et le central téléphonique allemand étaient gardés nuit et jour. Toujours au sujet des arrestations du 9 juin à Pontijoux, une enquête diligentée par le préfet en 1957 précise que ce café était fréquenté par des réfractaires au STO et des navizards, et du fait de la tenue brillante de ces derniers, il semble que l'attention des autorités allemandes ait été mise en éveil. Et il est vraisemblable que l'arrestation a eu lieu pour aide aux réfractaires du STO et aux navizards. Le 9 juin, en fin d'après-midi, Georges Alain et Jean Desclous, qui revenaient de Blois à bicyclette, ont croisé peu après la ferme de Charleville un soldat allemand qui se dirigeait vers Blois à bicyclette également. Georges dit alors à Jean: « Regarde bien, je vais lui foutre mon pain sur la gueule. » Jean rétorque aussitôt: « Ne fais pas ça, on va avoir des ennuis, tiens-toi tranquille. » Voyant la détermination de Georges, Jean a pris la fuite pour ne pas que ce n'était. Cependant, en jetant un regard en arrière, il a vu l'Allemand à terre, recevant des coups de poing, sans affirmer par la suite qu'il était mort. Mais pour lui, ça ne faisait pas le tout. Pour cette journée du 9 juin, le nombre d'Allemands tués varie selon les sources de 1 à 3. Le 10 juin à l'Aube, le bourg de Mave est encerclé à son tour. Les Allemands y pénètrent par les différents accès, y compris par le sentier de Villerussien, faisant la jonction entre la route de Villetard et la route de la Chapelle. Le commandant allemand chargé de l'opération s'est rendu auprès du maire, M. Chauveau, en lui demandant de désigner 10 otages parmi la population pour un soldat allemand tué la veille. Le maire a refusé, en s'offrant lui et sa famille. L'officier a rejeté sa proposition. Pendant la fouille de quelques maisons par les Allemands à la recherche de caches d'armes, dont celle de Georges Alain, absent de son domicile, le maire est passé prévenir quelques jeunes hommes du bourg que les Allemands
allaient prendre les otages, les exhortant à fuir immédiatement par les chocs. Ce que fit M. Pierre Clément, 20 ans, en rampant sur plusieurs centaines de mètres dans les blés en direction de la Blanchonnière, d'où il ne reviendra qu'en fin de matinée. Sur la place de l'église, où le cirque de Jean Falk a dressé son chapiteau, les Allemands ont fait sortir des roulottes, hommes, femmes et enfants, la plupart encore en chemise de nuit. Quelques jeunes hommes agiles ont réussi à fuir en passant par-dessus le mur du presbytère, sous le feu des mitraillettes, qui ont criblé de balles des roulottes, quelques vitraux de l'église, en blessant une femme et des chevaux. Apeurés, quelques animaux de la ménagerie ont brisé leurs liens et détalé dans la campagne. Dans le jardin du presbytère, une porte ouvrant sur un grand clos, ici même, a permis aux gens du cirque de se faufiler en direction de la vallée, puis du pont, où des écoliers venant de Sermaize ont pu les conforter dans leur fuite vers la ferme de la Blanchonnière. Arrivés devant l'école, les enfants ont été priés de repartir bien vite chez eux. Plus téméraire que les autres camarades, Gérard Prado, 10 ans, s'est avancé jusqu'à la place de l'église, où il a vu des petits groupes de femmes, d'enfants, pleurant, tenus sous la menace de mitraillettes. Jean Falk a refusé l'entrée de sa roulotte à un Allemand en lui donnant un coup de poing dans la figure, et en essayant de fuir, il a été mitraillé dans le dos, en essayant de s'échapper par la route du Liège. Atteint à l'abdomen, il est mort à l'hôpital de Blois quelques heures plus tard. Sa roulotte a été laissée sur place au départ de sa famille, selon une pratique coutumière en de telles circonstances tragiques. Par un œil de bœuf au-dessus de son café, Yvonne Gondouin a assisté au drame qui s'est déroulé devant chez elle, avant de recevoir la visite d'un gardien allemand qui lui a dit, très menaçant, revolver au poing, « Où sont les armes? Où sont-elles cachées? Si vous pas parlez, nous enfermer tout le monde dans l'église et tuer tout le monde. » Cette menace, qui résonne avec le massacre des habitants d'Oradour-sur-Glane, opéré ce même samedi 10 juin, a été entendue par d'autres ma-voix, y compris la veille à Pontijoux. Un témoignage rapporte qu'une demoiselle Tremblin, employée à la préfecture, aurait écouté une conversation disant qu'elle officiellement avait refusé d'obéir à l'ordre qui lui avait été donné de brûler Mars. Pour ma grand-mère, Yvonne Gondouin, ce drame avait été écarté grâce à l'intervention du maire, accompagné d'autres personnes auprès de la commandanture, où ils auraient parlementé le soir du 10 et une partie de la nuit. Ces dires imprécis, altérés peut-être, portent un fond de vérité qui reste encore à éclaircir. Ce 10 juin, les Allemands sont repartis vers midi, sans avoir trouvé d'armes, et heureusement, mais en emmenant avec eux 8 personnes, 3 de Malle, Maurice Ouzé, 46 ans, René Lemoine, 24 ans, Georges Alain, 38 ans, et 5 hommes du cirque, Alfred Fay, 35 ans, Adolphe Fay, 37 ans, Victor Mourdon, 35 ans, et Victor Falk, 18 ans. Emprisonnés à Blois, ils ont tous été libérés le 29 juin. Le dimanche 11 juin, l'église de Malle s'est emplie de paroissiens pour les communions solennelles. Malgré les événements de la veille, pour tranquilliser les familles, monsieur le curé de la Fresnay a quand même fait fermer les portes à clé de l'église. Le lundi 12 juin, un mauvais pressentiment a poussé monsieur Monteau à dire à ses élèves « Si vous voyez entrer des soldats allemands dans la cour, quittez vite la classe en passant par les portes ou par les fenêtres, mais allez vous cacher. » Vous applaudissez pas? Alors, on va rentrer dans une enquête, donc ça va être très factuel. Message reçu le lundi 12 juin à 23h30 de la police allemande. Texte du message dicté. Au cours d'une bataille et à la suite d'une tentative d'évasion, 10 terroristes ont été tués sur la route de Pontijoux-à-Mer, au point kilométrique 4. Prière de faire le nécessaire pour enlever sans bruit et discrètement les cadavres dans la nuit. Ce message a été téléphoné dans la nuit au commissaire de police et au commandant de gendarmerie qui, après entretien avec la Sicherheitspolizei, ont convenu de faire enlever les corps dans la matinée. L'identification et l'inhumation a été faite dans des conditions régulières avec l'intervention du parquet et d'un médecin légiste
La lettre en question étant du 15 juin. Autre courrier officiel, donc du commissaire de police, du service départemental des renseignements généraux, à monsieur le préfet et à différentes instances administratives. L'objet, engagement entre la police allemande et un groupe de terroristes à Pontivy. J'ai l'honneur de vous rendre compte des faits suivants. Le 12 juin 1944, j'ai été avisé qu'un engagement avait eu lieu entre la police allemande et un groupe de terroristes sur la route de Pontivy-à-Mer, au kilomètre numéro 4, et que 10 de ces derniers avaient été abattus. À la demande des autorités allemandes et de concert avec la gendarmerie, j'ai pris toutes dispositions utiles pour procéder à l'identification et à l'inhumation de ces corps dans la journée du 13 juin 1944. Le 14 juin, le monsieur le maire, Admire Chauveau, fait un rapport sur les événements de la nuit du 12 juin. Mardi matin, vers 8h30, un cultivateur de Pontivy venait m'avertir qu'il avait aperçu 2 corps paraissant inertes à l'entrée du petit bois situé sur la route de Mave à Pontivy, à 400 mètres environ du hameau. Comme il avait entendu une fusillade la veille au soir, entre 22h30 et 23h, dans cette direction, il n'osa pas s'aventurer dans le bois. Je m'y rendais aussitôt et je découvrais les corps de 8 cadavres derrière le talus de la route. Je revenais de suite pour avertir la brigade de gendarmerie de Mer. En chemin, je rencontrai l'adjudant et un gendarme, lesquels avaient reçu l'ordre de se rendre sur les lieux. Nous commençâmes ensemble à relever un signalement sommaire sans toucher à la position des cadavres. Entre 10h et 11h arrivèrent successivement le capitaine commandant la gendarmerie et le parquet. À l'aide des papiers d'identité apportés par la gendarmerie, l'identification donna les résultats suivants. 2 personnes inconnues, 3 personnes habitant Paris, 3 personnes originaires du Loir-et-Cher. Loyau-Pierre, né le 31 mai 1921 à Langon, Loir-et-Cher. Gabriel Tillon, né le 1er novembre 1924 à La Chapelle-Montmartin. Marcel Bally, né le 18 avril 1920 à Soins-en-Soleil. Dans le courant de l'après-midi, arrivèrent monsieur le juge d'instruction, monsieur Vigneron, médecin légiste, et les pompes funèbres de Blois. Chaque corps fut soigneusement visité et mis en bière aussitôt. Quelques menus objets, coiffures, lunettes, ceintures, souliers, etc. furent prélevés. En fin de soirée, les 8 cercueils furent transportés à Mave et entreposés dans une grande salle mise à notre disposition par une habitante du bourg. Le matin, à 9h30, a eu lieu l'inhumation dans le cimetière communal, suivi d'un service religieux. Voilà les éléments dont nous disposons dès le mois de juin 1944. Effectivement, certains habitants de Pontivy avaient vu les voitures passer, avaient entendu les coups de feu. Les enfants à l'école, en tout cas, c'est ce qui avait été raconté, certains en venant à l'école avaient aperçu effectivement qu'il y avait des corps ou quelque chose qui n'était pas habituel. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments pour expliquer exactement ce qui s'est passé ce jour-là. On va maintenant passer à la libération. Voici le récit de la libération de Mave, faite par M. Joseph Monteau, instituteur à Mave de 1925 à 1955. Le 14 août 1944, 3 voitures américaines débouchent au carrefour de la Pompe vers 10h et venant de Villetard cherchent leur chemin. Les habitants du bourg, quelque peu surpris, se renferment prudemment chez eux, croyant encore à quelque invasion allemande. Revenus assez promptement de leur émotion et de leur erreur, nos amis américains sont bien vite reconnus. Le bourg les acclame tandis qu'ils se dirigent vers le Villers. Mave libérée pavoise. Aussitôt, tout le monde pense aux martyrs qui y sont tombés au bois des Bousoirs et à leur rendre hommage qui leur est dû. En hâte, une manifestation est décidée pour le dimanche suivant. Toute la population de Mave, des communes voisines et des sections de FFI sont invitées le dimanche 20 août 1944
Une foule évaluée à 2000 personnes se presse dans les rues du Bourg. À 15 heures, au son d'une clique improvisée, elle s'égrène lentement vers le cimetière, où reposent les 8 martyrs. Une haie d'honneur composée de FFI en armes encadre les tombes. Le maire, M. Chauveau, demande à la foule d'observer une minute de silence. Après, dans un recueillement quasi religieux, il prononce d'une voix un peu étranglée par l'émotion le discours qui suit. Mesdames et messieurs, le 12 juin 1944, au crépuscule d'une de ces journées enfiévrées que nous venons de vivre, 8 Français tombés sous les balles allemandes. Ils auraient pu être davantage. Avec une sauvagerie digne des temps les plus reculés, la fureur s'acharne sur 8 martyrs. Le forfait accompli pour livrer leurs crimes abominables aux yeux des autorités et de la population française, les auteurs invoquent l'attaque par des terroristes, le droit de légitime défense. Quelle infamie! La vérité est tout autre. Les uns auraient le tort d'être de religion juive et les autres d'avoir le cœur français, de se mettre tout entier au service de la libération de la patrie envahie. Terroriste, ce veillard armé d'une canne, celui-ci décoré de la Légion d'honneur, cet autre de la médaille interalliée, de ces jeunes en habit de travail? Non, messieurs les Allemands. Ils constituaient seulement l'avant-garde de cette grande armée de patriotes qui s'est levée et qui grossit de jour en jour pour que le bruit de vos bottes ne résonne plus sur le sol de France. À ces cœurs généreux, à leurs familles éplorées, connues ou inconnues, au nom de cette foule émue et recueillie du pays tout entier, j'adresse le témoignage de notre sympathie et de notre reconnaissance. La France libérée vous vengera. Admire Chauveau, maire de Mabs de 1942 à 1950. Pour la petite histoire, après le 14 août, les façades des maisons du bourg ont été pavoisées de drapeaux français, anglais, américains, confectionnés par des enfants de Mabs. Sur des rectangles de drap blanc de 35 par 50, ils ont peint les drapeaux avec de la peinture en poudre récupérée auprès des charrons et menuisiers du bourg, diluée à de l'eau et à de la colle de papier peint. J'en avais refait l'année dernière à l'occasion du 80e anniversaire. En voilà des modèles réduits. Pour ceux qui voudraient en prolonger le souvenir, je les offre. Voilà pour cette partie de la libération et je repasse pour revenir en petit. Que sont-ils devenus, tous nos différents protagonistes? Si vous avez bien entendu, dans les documents allemands, on parlait de 10 terroristes. Alors, Xavier vous a bien confirmé qu'effectivement, ce n'étaient pas des terroristes. Et il y a 8 victimes. Ça doit vous dire quelque chose. Les 8 victimes, donc nous avons 4 résistants du maquis de Sologne, du maquis des Souches. Nous avons 4 personnes d'origine juive. D'ailleurs, c'est très étonnant quand on regarde effectivement les âges. Nous avons des très jeunes résistants et des gens d'une soixantaine d'années, des juifs d'une soixantaine d'années. Alors comment ces juifs sont arrivés là, je vous avouerai que l'enquête est encore à faire, puisqu'effectivement, c'est un mystère. Au mois de septembre, la presse va faire écho, effectivement, des événements. Puisque, si vous faites bien le calcul, il y avait 10 fusillés et il y a eu 8 victimes. Donc nous avons 2 survivants. Les 2 survivants sont donc Léon Michel et Guy Robin. La presse, l'ANR, la Nouvelle République de l'époque, va relater les événements. Le 11 juin, tout commence le 11 juin, pour eux en tout cas. Léon Michel est parti en reconnaissance avec ses camarades maquisards, Guy Robin, Marcel Bailly, Pierre Loyau. Donc Guy Robin, Marcel Bailly et Pierre Loyau faisant partie des fusillés, et un autre qui s'appelle Collet, au moment de l'attaque du château des Souches. À un certain moment, encerclés par un feu nourri et croisé, ils ont cherché à s'échapper. Malgré leurs efforts, ils furent faits prisonniers, 4
sur les 5 de l'équipe. Emmenés au château, on les enferma au premier étage, et quelques heures plus tard, il vit revenir un capitaine allemand qui leur demanda d'où ils étaient. Il fallut déclarer le lieu de domicile. Chacun d'eux s'exécuta. Léon Michel déclara être de Romorantin. Sûrement à cause des sabotages commis, il vit le chef, avec 2 autres Allemands, se jeter sur lui et le cognit avec les crosses des mitraillettes et à coups de bouteilles vides sur le crâne, pour le faire descendre l'escalier de l'étage sans pouvoir y compter une marche, tellement il descendait vite. Arrivé dans la cour, 2e séance, et là il se voit obligé de faire un simulacre d'évanouissement car il pensait que les coups lui feraient éclater la tête. Vers 16h30, après les avoir attachés ensemble, les bras dans le dos, ainsi qu'un 5e camarade, Gabriel Tillon, lui aussi faisant partie des fusillés, on les fait monter dans une camionnette chargée d'armement d'un de leurs groupes. Là, on consolida leurs attaches avec du fil téléphonique direction Romorantin. Les autres résistants essayèrent de les délivrer en tentant des attaques, mais sans succès. Arrivés à l'ermitage de Romorantin, ils sont tous mis dans une cave pour passer la nuit. Le lundi matin, 12 juin, tous répondent à un questionnaire sous la menace d'une cravache. Vers midi, 3 prisonniers sont rajoutés au groupe, puis on leur sert une soupe aux pâtes. À 2 heures, les prisonniers sont chargés dans un camion direction Blois. Il y a 8 prisonniers, avec les propriétaires du château des Souches, accompagnés de 5 soldats allemands armés jusqu'aux dents. Arrivé à Blois, à la maison de la Gestapo, tout le monde descend de voiture et rentre dans une espèce de vestibule. Un milicien déclare aux prisonniers « Vous pouvez faire votre prière, car ce soir, à 8 heures, tout sera fini pour vous, traîtres. » Les prisonniers le regardent et sourient. Suivent les interrogatoires et les fouilles. Léon Michel est même torturé, mais il ne parle pas et ses compagnons non plus. On verra que Guy Robin subit à peu près le même sort. Vers 8 heures, la sirène hurle. Un Allemand conduit les prisonniers dans un souterrain très noir. Voilà. L'alerte finie, les prisonniers sont ressortis. 3 voitures les attendent, avec plusieurs Allemands armés de mitraillettes et de revolvers. 4 prisonniers montent dans une camionnette, 3 dans une Prima 4 et 3 autres dans une traction avant. C'est très précis. Le convoi traverse Blois, puis suit la route de Châteaudun. Après une quinzaine de kilomètres, les véhicules prennent une petite route à droite et s'arrêtent le long d'un petit bois. Les prisonniers descendent un par un. Léon Michel est le premier. Il dit adieu à ses camarades et donne sa montre aux soldats. Il est 10h03, 22h03. On lui fait signe de sauter le fossé et de courir. Les balles fusent à ses oreilles. Il pense que tout est fini et tombe. Il a de la chance car il est peu blessé, mais le sang a giclé de ses blessures et il en a plein la figure. Il écoute. Chacun leur tour, tous les prisonniers sont abattus. Des balles sont de nouveau tirées sur Léon Michel, son bras droit est fracturé de 6 balles et son épaule gauche est transpercée de projectiles. Il attend sans bouger la fin de la fusillade. Il entend alors 2 voitures s'éloigner, puis il entend encore des coups de revolver. Ce sont les miliciens qui sont encore là et qui achèvent les fusillés d'une balle dans le crâne. Il s'approche de Léon Michel, lui donne un coup de pied dans les côtes, puis dans l'estomac et dans la tête avant de s'exclamer « Tu n'as pas besoin de perdre une balle pour celui-là. Tiens, regarde, il a la gueule fracassée, il est crevé. » Il reçoit encore 2 coups de botte dans la tête et entend 2 coups de revolver avant d'entendre la 3e voiture démarrer. Léon Michel peut enfin respirer. Se croyant seul, il se relève comme il peut, malgré ses blessures, et non loin de lui, un autre survivant qui se relève. Il s'agit de son ami Guy Robin. Ils s'embrassent comme des frères, disent adieu à leurs camarades morts et disparaissent dans l'ombre. Guy Robin témoigne lui aussi dans une autre édition du journal donne un certain nombre d'éléments complémentaires. Donc Guy Robin était un jeune homme de 23 ans à l'époque qui travaillait comme fraiseur à l'usine Brosavia de Blois. Et en fait, il rejoint le maquis assez tard,
puisque en fait c'est au moment du débarquement qui se décide à agir. Et finalement, il ne va pas être très très longtemps dans le maquis, puisque dès dimanche 11 juin, il est arrêté. Donc nous tenions le maquis depuis plusieurs jours à Saint-Loup, puis il nous donne le lieu où ils sont, quand dénoncer. Donc là aussi, il y aurait une dénonciation, certainement par quelqu'un qui n'était pas de notre bord. Je fus cerné le dimanche matin 11 juin avec 3 de mes camarades par un groupe d'Allemands qui nous firent prisonniers. Il parle lui aussi des passages à tabac, de l'étape de Romorantin, avec les différents interrogatoires, et de l'arrivée à Blois dans l'après-midi du lundi 12 juin, donc à la Villa Le Cavalier, où était installée la Gestapo. Là aussi, il parle de nouveau du tribunal, et il ajoute « Nous passâmes devant un tribunal composé de 2 Français en civil et des miliciens. L'un écrivait tandis que l'autre, armé d'un revolver, nous interrogeait. » Donc là encore, il pose beaucoup de questions et personne ne répond. Mais donc, comme effectivement Guy Robin ne leur répond pas, le milicien lui dit alors « C'est pas une balle dans la peau qu'il te faudrait, mais 12. » Il nous annonça que nous étions tous condamnés à mort, sans même s'inquiéter de nos volontés dernières, ni faire avertir nos familles. Le soir, des Allemands, 3 en civil et 3 en uniforme, vinrent nous chercher et nous faire monter dans 10 voitures. Arrivés dans un petit bois près de Mave, ils nous ont fait descendre d'auto un par un. Ils étaient armés de mitraillettes. Au fur et à mesure que l'un de nous descendait de voiture, les Boches lui enlevaient les menottes et le faisaient avancer vers le bois pour recevoir la rafale de balles dans le dos. Moi, je suis passé l'avant-dernier. Jean-Michel était le premier, Guy Robin l'avant-dernier. J'ai reçu une balle dans l'épaule droite et je me suis écroulé tout de suite. Je me suis aperçu que je n'étais pas touché grièvement et aussitôt, l'idée m'est venue de faire le mort, ne redoutant qu'une chose, le coup de grâce. Quand le dernier des camarades fut abattu, les Boches allèrent vers les corps, regardèrent ceux qui vivaient encore, les achevaient d'un coup de revolver dans la nuque. Quand ils vinrent à moi, ils me donnèrent 2 coups de pied dans les côtes et comme je ne bougeais pas, me laissèrent tranquille. Mais vous dire ce que furent ces minutes horribles, je ne peux pas vous l'expliquer. Donc effectivement, l'émotion, on est 2 mois après les faits et l'émotion reste très forte. Donc il s'aperçoit lui aussi que, évidemment, il y a un 2e survivant et nous donne la suite. Avec son camarade survivant, mais plus gravement blessé que lui à l'épaule, au poumon et au coude gauche, il quitta ce lieu d'horreur. Donc il raconte comment ils s'adressèrent dans une ferme des environs où on refusa de les héberger pour ne pas avoir d'histoire, de crainte de représailles, et comment, enfin, ils échouèrent à Solom chez le docteur Kediak, qui les soigna, les pansa et les cacha chez lui avant de les emmener à Vendôme à la clinique Chevalier. Guy Robin vécut plusieurs jours à Vendôme chez son frère, puis, pour éviter d'être repris, partit travailler dans une ferme au fond de la campagne, sans souffler mot de son incroyable aventure. On lui demande aussi, ça va être important pour la suite, on lui demande aussi s'il peut identifier les personnes qui les ont condamnées. Donc on leur montre des photos, on lui montre des photos. Un nom est inscrit, donc sous la photo, Combier. Guy Robin le reconnaît formellement comme un de ceux qui l'ont interrogé et condamné à mort à la Gestapo de Blois. Sur une autre photo, il reconnaît celui qui l'a exécuté, Bauer Ludwig. C'était, paraît-il, le chef de la Gestapo de la ville. Voilà pour un certain nombre d'éléments. On vous a parlé aussi d'autres personnages de l'histoire, de ce réseau qui avait été arrêté au café à Guenier. Donc au café à Guenier ont été arrêtés Roger Aguenier, le patron du café, qui va être donc fait prisonnier
donc arrêté par la Gestapo, interné à Blois, puis à Compiègne. Donc nous avons même les dates, puisqu'il reste à Blois du 9 juin au 7 juillet, et donc ensuite à Compiègne du 7 juillet au 18 juillet, et de Compiègne il part à Neuengamme, donc camp de concentration allemand. Et donc lui va décéder le 20 avril 1945 à Wintermoor. Donc il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il y a effectivement, quand les nazis commencent à voir l'avancée allemande, on va avoir des déplacements de prisonniers sur parfois des centaines de kilomètres. Donc les faire quitter les camps pour aller vers d'autres camps. Donc Roger ne rentrera pas. On a vu qu'il y avait sa femme. En discutant, on s'est dit que peut-être que finalement c'était elle qui était la première à être entrée en résistance, probablement. Il faudra sans doute encore creuser un peu le sujet, mais c'est probable. Donc Paulette Aguenier, donc elle était née à Mosnes en 1915. Avec Roger, ils ont eu 2 enfants, donc dans les années 30. Donc elle était mère de famille, ils avaient donc Bernard né en 1935 et Serge né en 1936. C'est-à-dire, pour une mère de famille, rentrer en résistance, ça devait être assez exceptionnel, avec les dangers qu'il y avait. Donc elle aussi, elle est arrêtée le même jour, et elle va donc être sur Blois d'abord, puis passer par Romainville, enfin par Orléans, et donc début août par Orléans, et elle est déportée le 14 juillet à Ravensbrück. Et en fait, elle va y rester jusqu'à la fin de la guerre. Elle sera libérée fin avril. Après, elle passait par divers hôpitaux, rentrera dans le Loir-et-Cher. Elle se remariera avec un monsieur Bubino. Elle survit. Quel était le prénom de Madame Aguenier? Comment? Le prénom de Madame Aguenier? Paulette. Paulette Libino. Alors, donc, troisième membre du réseau, Maurice Aubry. Maurice Aubry donc, est arrêté également le 9 juin à Pontijoux. De même, il reste à Blois jusqu'au 7 juillet, puis part pour Compiègne, à peu près le même parcours, enfin le même parcours même que Roger Aguenier. Et ensuite, il part le 9 de Compiègne et arrive le 15 juillet à Neuengamme. Lui va être libéré des camps, rapatrié d'abord sur Paris, d'abord hospitalisé en Allemagne, puis hospitalisé sur Paris, avant de revenir sur le Loir-et-Cher, à l'hôtel Dieu de Blois, et en fait il meurt de la suite de ses blessures le 3 octobre 1945. Dans les récits, dans les témoignages, on nous dit qu'il pesait. Alors, il y a j'ai trouvé comme quoi, les sources, c'est toujours un peu compliqué. Un témoignage me dit qu'il pesait 69 kg, l'autre me dit qu'il pesait 79 kg. Bon, enfin, en tout cas, il faisait 29 kg quand il est rentré. Enfin, quand il a été libéré des camps. Alors, autre personnage dont on a un peu moins parlé, mais que Xavier a mentionné aussi, qui faisait aussi partie du groupe de Pontijoux, Lucien Maury. Alors, Lucien Maury, lui, a échappé à l'arrestation du 9 juin, parce qu'il n'était pas au café à ce moment-là, mais il raconte, lui, a raconté dans ses mémoires ce qui s'était passé et qui conforte tout à fait ce que l'on sait déjà. Simplement, c'est ce qu'on disait, la mémoire parfois joue des tours, puisque lui datait de la fusillade du 11 juin, ce qui
ce qu'on sait aujourd'hui être inexact. Donc lui va, assistant effectivement à la fusillade, à la première fusillade, celle du café, va s'enfuir. Il s'occupe effectivement de réceptionner encore des livraisons d'armes et va partir, il veut essayer de rejoindre le maquis de Fréchine où il y avait aussi des équipes là-bas. Et en fait, donc sa fuite va durer quelques jours. Et en fait, le 23 juin, il est arrêté de manière complètement par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de rentrer se cacher dans sa cache habituelle, il se cache dans une meule de paille, au milieu d'une meule de paille. Et le matin, les Allemands font une descente, pardon, et il se retrouve donc au petit matin du 23 juin, nez à nez avec un soldat allemand qui le menace de son fusil et lui demande de le tuer. Il cache son arme, donc déjà il n'est pas armé, il va être arrêté, interrogé évidemment comme les autres, frappé, finalement il échappe à la mort et il est emmené à la prison de Blois. Et finalement il y reste jusqu'au 9 juillet. Même date que ses camarades arrêtés quelques jours plus tôt. Il nous dit qu'effectivement, il est promené de la prison à la Villa Cavalier, etc. Entre-temps, son petit frère a été arrêté à son tour, Gérard, mais finalement va être libéré au bout de quelques jours. Donc, lui va nous raconter cet élément de la déportation, cet épisode de la déportation. Évidemment, je ne vais pas tout vous raconter de la déportation, mais quelques éléments qui vont aussi nous éclairer sur ses conditions de vie qu'ont vécu aussi Roger Aguenier et Maurice Aubry, puisque finalement ils se sont retrouvés dans les mêmes camps. Donc le 9 juillet, Lucien et d'autres prisonniers montent dans un car en direction de Paris. Les hommes descendent à Paris pour rejoindre Compiègne et les femmes vont plus loin. Le 15 juillet, c'est le départ vers l'Allemagne et la déportation. Le 17 juillet, le train est à Coblence. Puis le 18 juillet, c'est l'arrivée à Hambourg, puis à Neuengamme. Lui va être, comme il est en forme, voilà, il est plutôt dans une bonne forme, il est jeune, il a 21 ans, lui va être réquisitionné pour travailler sur 2 chantiers, d'un côté une briqueterie et de l'autre côté le déchargement du bois d'une péniche. Et finalement, ceux qui travaillent, alors même si le côté, je ne veux pas dire qu'ils sont mieux nourris, mais un petit peu mieux quand même. C'est-à-dire qu'il a une soupe le midi en plus de la toute petite ration du soir. En tout cas, les conditions sont quand même un tout petit peu meilleures que ceux qui restent au camp. Début août 1944, les Allemands rassemblent 500 Français et 500 Russes pour constituer un commando de travail. Ils vont arriver à Brême en train avant de rejoindre leur camp à pied pour travailler dans une base sous-marine. Et en fait, quelques jours avant leur arrivée, il y a un bombardement qui détruit une partie de la ville et donc ils vont pouvoir déblayer la ville. Puis ensuite, à partir de novembre, travailler à la base sous-marine. Et donc ils donnent quelques détails. Voilà, pour combattre la dysenterie, on leur recommande de manger du charbon. Parce qu'en fait, beaucoup de déportés vont mourir, pas forcément directement du manque de nourriture, mais souvent des conditions de vie, et en particulier de la dysenterie. Début décembre, ils changent de nouveau de camp, et là, ils s'occupent de descendre des sacs de ciment. Il commence à faire froid, et ils racontent que les prisonniers récupèrent des sacs vides pour s'en faire des gilets isolants. Le soir, ils doivent quand même faire leur toilette, et en fait, comme il fait froid, ils essaient de s'en dispenser. À Noël, les prisonniers ont droit à des pommes de terre. Ils le soulignent. Donc quoi, la nourriture était vraiment quelque chose de très limité. Il est même qu'à Noël, les capots mangent leurs chiens et les officiers le cheval du commandant. C'est-à-dire que non seulement les prisonniers manquent de nourriture, mais même les encadrants, les soldats, voilà, aussi. Fin janvier, donc il reçoit une barre métallique sur le pied et en fait il ne peut plus travailler. Il se retrouve
à l'infirmerie du camp. Et il a beaucoup de chance, puisque en fait, il tombe sur un médecin allemand anti-nazi qui a fait ses études de chirurgie en France, et un médecin polonais qui vit en France. Et donc, il va être soigné, finalement, plutôt correctement par ces deux médecins qui parlent français. En avril, les Allemands décident d'évacuer le camp et d'emmener les prisonniers à Standbotzel, au Stalag 138. Certains à pied, d'autres dans un train. Le train va essuyer des tirs russes, donc panique, et puis évidemment des morts liés à cette attaque. Et donc en fait, au bout de quelques jours, la locomotive ne fonctionne plus, donc ils sont obligés de terminer à pied. Et en fait, c'est là, donc il nous raconte que c'est là que Roger Aguenier, le cafetier de Pontijoux qui n'a pas survécu au mauvais traitement, va être enterré. Enfin, donc lui arrive au camp, les prisonniers de guerre français s'occupent des nouveaux, et dont beaucoup ont le typhus. Les Allemands dessertent donc de plus en plus les camps, laissant les prisonniers circuler et se débrouiller, car les Alliés approchent. Lucien finit par s'évader du camp et se retrouve face à une automitrailleuse anglaise. Donc les Anglais nettoient le camp, enterrent, etc. Lucien se retrouve à aider à l'infirmerie, mais lui aussi est fatigué et a hâte de rentrer chez lui. Il finit par partir du camp et se retrouve dans un autre hôpital de campagne, puis dans une magnifique clinique, en tout cas c'est comme ça que lui il le raconte, donc ça devait être dans ses souvenirs, où il va retrouver des forces grâce à une alimentation adaptée. Encore très fatigué, il rejoint un centre de rapatriement et ensuite rentre en France. Avec un ami, il se retrouve dans un avion anglais qui le déposera à Bruxelles, où il sera de nouveau pris en charge à l'hôpital, car il est de nouveau malade. Et au bout de 3 semaines, il est enfin autorisé à rentrer en France. Donc le 23 juin, un an, jour pour jour, après son arrestation à Fréchine, Lucien fait le trajet Bruxelles-Paris dans un train spécial sanitaire avec médecins et infirmières. À Paris. Il passe encore 3 semaines à l'hôpital de la Salpêtrière. Sa famille peut venir, des amis aussi. Et le docteur Cadillac de ce homme, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, le sauveur finalement de Léon Michel et de Guy Robin, donc camarade de la résistance, vient avec sa femme. Et en fait, ils vont le promener, etc. Et le 5 août, c'est la sortie de l'hôpital et le retour vers Mars. Et c'est encore le docteur Cadillac qui vient le chercher. Voilà, le temps qu'il retrouve des forces. Voilà son histoire. Alors, effectivement, Lucien Maury est décédé en 2014. Donc lui a écrit ses mémoires qui sont aussi une source très intéressante. Là, c'est un petit résumé, il y en a, je ne sais plus combien de dizaines de pages, sur justement cette vie aussi dans les camps. On a parlé de ceux que sont devenus les fusillés, ceux qui résistaient du côté donc de Mars, mais que sont devenus les bourreaux. Et donc, je vais commencer par Clévert Combier. Je remercie Jean-Paul ici présent de m'avoir donné ces informations. J'en avais quelques-unes, mais ça a permis de bien compléter. Parce que finalement, Clévert Combier, c'est un Français. Et donc, c'est le chef des miliciens, c'est lui qui dirigeait ceux qui mettaient une balle dans le crâne pour achever les fusils. Donc, ce Clévert Combier, il est né le 16 février 1915 à Saint-Gervais-la-Forêt. C'est vraiment pas du tout quelqu'un de ex nihilo, non, c'est quelqu'un du Loir-et-Cher. Il est mobilisé le 24 mars 1939 jusqu'au 21 juin 1940, donc il a combattu au sein de l'armée française. Il est représentant en produits chimiques, notamment en engrais, au début de l'occupation. Et en fait, ça va être une belle activité pour lui, parce qu'en fait, il va profiter du marché noir, et en fait, il mène la grande vie. Alors, il s'est marié, mais apparemment, sa femme est terrorisée par lui. Et donc, c'est quelqu'un qui doit bien savoir manipuler son monde. Le 12 avril, néanmoins, 12 avril 1942, après une commission rogatoire, on perquisitionne chez lui, à Saint-Gervais, pour une hausse illicite. En gros, on se doute qu'il vit au-dessus de ses moyens. Et il est inculpé d'achat et de transport de denrées contingentées dans des conditions illicites. En fait, il n'aurait pu être qu'un profiteur de guerre comme bien d'autres, mais c'est là que se produit un tournant pour lui. Il est recruté par un Allemand, Krabbe,
le directeur des entrepôts de la Kriegsmarine, dont il devient l'homme de confiance et le chauffeur jusqu'en juillet 1943. Ça y est, là, il a basculé, alors, pas dans la collaboration, mais dans l'entente avec l'ennemi. Même s'il est responsable d'un accident de voiture qui tue un soldat allemand, Krabbe intervient pour qu'il soit libéré. Donc là, désormais, il est dépendant de Krabbe. Et en fait, pour se faire oublier, en fait, il va faire l'exact... il va s'impliquer dans la relation avec les Allemands. Donc il s'engage dans le Kriegssicherheitsdienst. Pour ceux qui n'ont pas fait d'allemand, Krieg, c'est-à-dire la guerre, Sicherheit, c'est-à-dire la sûreté, Dienst, c'est le service. En lien avec la Gestapo. Alors, il commence aux affaires économiques, puis il passe à la répression contre les résistants. Il avait alors sous ses ordres une équipe composée de Bouzler, Belter, Jouer et Duquesnoy. En gros, c'était ses hommes de main. C'est cette équipe qui est passée après les Allemands pour achever les fusillés de Pontivy. C'est des nettoyeurs, faut être clair. On attribue au total de cette équipe la mort de 300 à 2000 résistants. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé à Pontivy, pour eux, c'est qu'un épisode parmi d'autres épisodes. Voilà. Pardon. Donc, en effet, Kléber-Combier et son équipe sont aussi intervenus dans de nombreuses expéditions contre la résistance, notamment dans le sud du département du Loir-et-Cher, contre le maquis de Sambonnet, en organisant le pillage et l'incendie de l'hôtel de M. Bonnet, qui accueillait un maquis, puis aussi à Seillac. Dans les derniers mois de l'occupation, il descendait au restaurant de la Loire, dans des chambres réquisitionnées par la fête commandant de Tours. Il restait 2 ou 3 jours et disait qu'il s'occupait du ravitaillement de la délégation roumaine. Bref, il vit bien, il profite. Plusieurs fois, il avait invité à sa table Mona la blonde, la maîtresse de Ludwig Bauer, qui était le chef de la Gestapo à Mona. Alors voilà, sauf que le problème, il a collaboré, une collaboration bien active, les Allemands sont en train de perdre, qu'est-ce qu'il fait? En août 1944, il suit les Allemands, c'est-à-dire qu'il se réfugie en Allemagne, où il reçoit à Fribourg une formation de radio. Le 14 février 1945, à 22h, il est parachuté au sud de Salbris, afin d'espionner les Alliés. Bon, ça paraît quand même bizarre, parce que le 14 février 1945, les Allemands, ils ont autre chose. Bon, je vois qu'il n'y a pas que moi qui fais la conférence. Il faut aller voir ce qui se passe chez les Alliés à Salbris. Bref. Salbris, c'est aussi important que la Madeleine du Froid. Ne l'oubliez pas. Non, mais et donc, ce qui se passe, c'est qu'il est découvert le lendemain, vers 2h du matin, et il est arrêté par la gendarmerie de Salbris. Il est interrogé avec d'autres, et voici ce que le commissaire qui les interroge écrit. Leur seul but avait été de tromper l'ennemi et de consentir à une semblable mission pour pouvoir regagner la France, et qu'au moment de leur arrestation, M. Thérillon, donc un résistant que Kléber-Combier a rencontré en prison en Allemagne et avec qui il a été parachuté, donc avec M. Thérillon, il se préparait à les conduire à l'autorité militaire américaine à Orléans. Il a un sacré aplomb quand même, M. Kléber-Combier. Ah non, mais bon, en même temps, il veut sauver sa peau, parce qu'il sait très bien que s'il est confondu, il passe. Ça c'est dit. Bon, je vois qu'il n'y a pas que moi qui fais la conférence. Oui, je sais. Il déclare avoir quitté Blois, où il venait toutes les semaines. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire qu'en gros, quelque chose qu'on peut vérifier, et surtout après, les gens de Blois après vont le reconnaître et qu'est-ce qu'il a fait. Donc, le 6 août 1944, il est parti avec les Allemands pour regagner Paris, puis de là, avec la Gestapo, il s'est rendu en Allemagne, où, d'après ses dires, il aurait été condamné et écroué pour avoir saboté un convoi de la Gestapo. Non, mais je suis avec vous, les gars. Sauf que, au cours de la détention, il aurait fait la connaissance de Thérillon, avec lequel il s'est évadé et aurait ensuite repris contact avec le nommé Robert, accepté d'entrer en relation avec les services allemands pour être par la suite parachuté en France. Celui-ci était porteur d'une somme de près de 1 million et de documents très importants concernant la situation actuelle en Allemagne qu'il voulait remettre aux autorités militaires françaises ou alliées. Surtout qu'ils en avaient hyper besoin. Et il était armé d'un pistolet mitrailleur. Oh là là, ce Kléber-Combier, quand même, il a quand même tué un sacré nombre de résistants, et de l'autre côté, il se rachète une bonne conscience. Bon, personne n'a été vu. En fait, donc, le but de l'opération, c'était de contrecarrer la libération du territoire et de communiquer des informations utiles par Teusseuf, vous vous rappelez,
par TSF à un officier allemand de la Gestapo. 3 parachutes sont découverts, donc quand il est fini parachuté, 3 parachutes sont découverts avec une valise contenant un poste émetteur-récepteur. Il n'y a pas 1 million par contre, c'est dommage. Un 4e conteneur a été perdu et renfermé du matériel. C'est le facteur de Saint-Gervais qui reconnaît sa voix au téléphone. Les 2 espions sont dirigés vers Orléans. Kléber-Combier est interrogé par la sécurité militaire, et c'est là où, tout à l'heure Emmanuel l'a dit, Lucien Michel et Guy Robin viennent alors témoigner, ainsi que Monsieur Vonnet de Sancourt. Bref, là, à partir du moment où il y avait des rescapés, il était sûr de toute façon qu'il allait être condamné à mort. Et donc, il est finalement condamné à mort le 3 mars 1947 et exécuté au fort de Montrouge. Il est enterré au cimetière parisien de Thiers, dans le Val-de-Marne. Deuxième personnage, Ludwig Bauer. Personnage assez inquiétant. Alors, Ludwig Bauer, il a été un ancien subordonné de Klaus Barbie. Je ne dis pas que ceci explique cela. Il est originaire de Munich. Il est passé par la commandanture de Metz, puis par celle de Vierzon. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la commandanture, c'est le commandement armé, c'est le commandement militaire. À la fin de l'année 1942, les services régionaux de la Gestapo d'Orléans décident de mettre en place à Blois un Außendienststelle, sorte d'antenne départementale des concentrés. En gros, on a besoin, dans le Loir-et-Cher, d'avoir quelque chose qui est la même structure que Orléans. Et donc, c'est là que Ludwig Bauer est nommé chef de tout ce que le monde appellera la Gestapo de Blois. Or, sur le titre que j'ai mis qu'il est le chef du SD SIPO. Je m'explique. Les Français désignés sous le nom de Gestapo, Gestapo, ça veut dire Geheime Staatspolizei, ce qui veut dire littéralement la police secrète d'État. Donc, ils désignent aussi bien les services de la Gestapo que la police, que ceux du service de renseignement de la SS, c'est-à-dire le Sicherheitsdienst. Et en fait, Ludwig Bauer, il fait partie de ce Sicherheitsdienst, ce qui veut dire littéralement le service de sécurité et de renseignement. Et le Sicherheitspolizei, c'est-à-dire la sûreté d'État, dite SIPO, d'où le SD SIPO que j'ai mis. Formons donc le SD SIPO. Mona, donc, tout à l'heure j'en parlais, Mona la blonde, qui n'était pas blonde, qui est devenue sa maîtresse, a été recrutée comme interprète. Elle était française, d'accord? Et donc, elle, avec Ludwig Bauer, en fait, ils ont terrorisé tous les résistants qui tombaient entre leurs mains. Donc, admettons, quelqu'un est arrêté pour divers motifs. Normalement, les gens qui sont arrêtés sont emprisonnés à la prison de Blois. D'abord, à la tour Beauvoir. La tour Beauvoir a servi durant la Seconde Guerre mondiale, donc de prison. Puis à la nouvelle prison, comme celle qu'on connaît, la maison d'arrêt, près du lycée d'Essènes, à partir d'août 1943. Mais voilà. Si vous étiez en prison et que vous étiez suspecté d'appartenir à la résistance, ou bien d'avoir aidé des aviateurs alliés, ou d'être des terroristes, eh bien, vous étiez repris de la prison pour être conduit directement à la Villa Cavalier. Donc la Villa Cavalier à Blois, c'est ce bâtiment. Au-dessus de la gare. À côté de la gare. C'était fait exprès. Les Allemands, de toute façon, ils avaient choisi, ils avaient réquisitionné les plus belles maisons, les plus belles villas. Et donc, celle-ci, elle est à côté de la gare. Les Allemands, ils l'avaient choisi justement parce que c'est pratique de pouvoir prendre le train sans avoir à se mélanger à la population blésoise. Pour des interrogatoires brutaux et musclés. Les victimes subissaient insultes, menaces et brutalités avant d'être reconduites en prison en attendant de nouveaux interrogatoires. On a quelques témoignages où on voit justement le Ludwig Bauer mettre des gifles à des prisonniers, à des femmes pour obtenir des informations, faire croire à ces prisonniers que de toute façon leur famille croit qu'ils sont morts, faire croire qu'ils vont être dévorés vivants par des chiens. Tous les moyens étaient utilisés pour faire craquer les gens et faire en sorte de soutirer les informations dont ils avaient besoin. À côté de la villa du Cavalier, vous avez la villa des Thiel. Et la villa des Thiel, c'est là où en fait il y avait en dessous dans les caves, c'était là que les prisonniers étaient avant d'être interrogés. Bref, le binôme villa du Thiel, villa des Thiel, villa du Cavalier sont quand même des lieux sinistres dans l'histoire blésoise. À la fin de la guerre, il a été arrêté. Et après, en fait, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu. Donc là, c'est encore un petit peu à chercher. Et en parlant de chercher, justement, j'ai une question à vous poser. Parce que là, en fait, on fait du côté allemand. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé, qui pourtant a joué un rôle important dans les différents événements. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler?
c'est pas que Abercrombie que je vais donner, c'est pas le Big Bauer. Il y a un autre personnage qui a eu un rôle fondamental, dont on a un peu parlé à un moment donné, et au final, on n'a pas insisté sur lui. Ben voilà, vous écoutez pas. On a parlé tellement de choses. Ah oui, on a parlé beaucoup de choses. Alors, je vais revenir justement sur la chronologie. Tac, 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 tac. Monsieur Buller. Voilà. Lorsque le village de Mave a été encerclé, le commandant des Allemands, il aurait pu mettre à exécution ce qu'on lui demandait de faire, c'est-à-dire d'enfermer la population dans l'église et de faire comme un retour sur Glane. Ce commandant, en fait, quand on regarde un peu les documents, enfin moi c'est l'impression que j'ai eue, ça l'embêtait de tuer les gens. Après, ça n'a pas empêché quand même qu'ils ont tué Jean Falk, mais Jean Falk avait mis un coup de poing, il s'enfuyait, donc en gros, d'une certaine manière, ça désinhibe. Voilà, on a été dans l'immédiateté. Par contre, tuer de sang-froid, ce commandant allemand, c'était pas son truc. Si ça l'avait été, si ça avait été un Waffen-SS, Mave était rayé de la carte. Et ces 8 otages qui ont été emmenés par les Allemands, ils s'attendaient tous à être tués. Et au final, ils ont été libérés à la fin du mois de juin. Conséquence, ce commandant allemand, dont on ignore l'identité, en fait, il a joué un rôle fondamental dans le sens où il a, d'une certaine manière, alors je ne vais pas dire protégé, mais il a fait en sorte que la population mavoise ne soit pas sacrifiée comme c'était ce qu'on lui avait demandé de faire. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il est devenu? Vu qu'on ne sait pas son identité, on ne sait pas. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même des questions, des questionnements qu'on se pose, au-delà des documents qu'on a. Et d'autres documents qu'on n'a pas et qui permettront peut-être plus tard, quand on les aura, d'aller un peu plus loin dans la connaissance de ce qui s'est passé à nous. Voilà. Donc, j'espère que vous en savez un peu autant que nous sur tout cela. Et en fait, on voulait finir par quelque chose qui, je pense, tombe bien par rapport à l'événement. Oui, Alain. Emmanuel. Oui, c'est pour Emmanuel. Tu peux me donner la façon de consulter les mémoires de Lucien Brou? Je peux même t'en faire une copie si tu veux. C'est encore mieux. À mon adresse. On va vous laisser tranquille. Alors, il est très important pour nous la conférence nous a apporté un certain nombre d'éléments pour la vallée d'Assis. Vous savez que le maire de Seillac, vous savez ou vous ne savez pas, le maire de Seillac, Fernand Boulon, est mort à Neuilly. Il a été déporté et il a fait partie de ce convoi du 7 juillet, 8 juillet, donc en direction de Compiègne. Donc tout ce qui s'y rapporte, voilà. Et je vous signale que dans le prochain Vallée d'Assis, le numéro 28, il y aura donc ce qui s'est passé à Seillac, qui est très en lien avec Montijoux et Marne, puisque c'est à la suite d'un parachutage qu'il n'a pas pu se faire, compte tenu des circonstances qui ont eu lieu au Café Aguenier, qu'un avion devait être déporté sur Seillac, et qu'en fin de compte, c'est un avion allemand qui est venu mitrailler, et à partir de là, tout ce qui s'est déroulé derrière, à Seillac, le maquis du Grand Limille, et ainsi de suite. Voilà. Ça ne sert plus à rien de lire la revue de la Vallée de l'Assis, t'as déjà tout dit. Ça sera pour les autres articles qu'il faudra l'acheter. Donc ceux qui connaissent les paroles peuvent chanter avec Emmanuel, avec David. Chanter par qui? Tu devant moi les corbeaux sur nos plaines. Annie, entends-tu les cristaux du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
la nuit, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs, à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. Nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La reine a nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, de voitures, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. C'est une façon de rendre hommage et une façon de dire ne jamais oublier. Je crois que parfois c'est important de le rappeler. Absolument. Il semble souvenir que M. Robin doit être venu à une commémoration. Oui, tout à fait. Il est en faute. Donc, effectivement, voilà, on ne voulait pas rallonger non plus. La construction du monument a été très rapide, puisque, effectivement, l'inauguration est en 1946. Et la famille Robin, alors, Guy Robin est décédé, alors, 1984, oui, 85, voilà. J'étais sur les. Voilà. Guy Robin est donc décédé en 1985, mais aujourd'hui, oui, enfin, dans les années 80, là, ça je ne me trompe pas, donc il a eu 5 filles, et en fait, donc lui venait aux cérémonies, oui. Mais ses filles continuent de venir à la cérémonie du 12 juin, alors elles ne sont pas forcément toutes présentes, mais très régulièrement il y en a 4 qui sont là, et dont une est mariée à Henri Burnham, donc le maire de Coulanges. Enfin, le maire délégué de Coulanges. Voilà. Donc effectivement, je pense qu'effectivement, le 12 juin prochain, je vais en profiter pour essayer de récupérer quelques éléments supplémentaires. Ne serait-ce que quelques photographies qui pourront peut-être à un moment donné, si voilà, peut-être un jour de publication, quelque chose là-dessus, parce qu'il faut qu'on garde ça.